Moi c'est Caro, bienvenue sur Ne mâchez pas mes mots. Le but de ce podcast est de t'aider à être dans une démarche de paix avec la nourriture. Donc dans chaque épisode, tu retrouveras des partages d'expériences autour des troubles du comportement alimentaire et autour de la thématique de l'alimentation intuitive. J'ai donc invité plusieurs personnes avec qui j'ai discuté un petit peu avant et ici on rentre un peu plus en détail sur les thèmes abordés. Donc j'espère que tu prendras plaisir à nous écouter. Je te souhaite du coup une très bonne écoute. Si tu souhaites en savoir plus sur l'origine du podcast et sur mon expérience personnelle vis-à-vis de l'alimentation, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube Verdadela Caro, sur laquelle j'ai posté une vidéo à ce sujet. Tu peux également t'y abonner si tu souhaites recevoir directement les nouvelles vidéos mises en ligne. Alors aujourd'hui, on est avec Jeanne, Woman in Progress sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis de son rapport à la nourriture. Je te laisse donc te présenter. Bonjour Caro, bonjour à tous. Merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast. Donc je m'appelle Jeanne, j'ai 35 ans, je suis mariée, j'ai une fille de 2 ans et je finis actuellement ma thèse en droit international. Préciser un peu pour les gens qui nous écoutent, je t'avais proposé une première fois de faire une interview il y a peut-être un mois et demi, je sais plus exactement. Et à ce moment-là, tu m'avais dit que tu n'étais pas encore prête parce que tu avais besoin de faire le point avec toi-même, de revoir un peu justement tout ce qui s'est passé dans ton passé et donc d'analyser un peu ton comportement, etc. Et donc je voulais savoir un peu où est-ce que tu en es arrivé aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé auparavant vis-à-vis de l'alimentation, enfin parler un peu de ton parcours et tout. J'ai entamé depuis octobre, je crois, donc depuis 2 mois et demi, un suivi avec donc une diététicienne formée par le GROS, donc à l'approche, je sais plus est-ce que c'est le nom psychosensoriel ou quelque chose de genre, qui est un petit peu le pendant français de l'alimentation intuitive, donc qui s'appelle Zoé Desbouilly, qui a un compte Instagram hyper intéressant et qui, je crois, interviendra ou est intervenu dans ton podcast. Et donc, du coup, moi, je l'avais contacté parce que ça faisait 6 mois que je réfléchissais beaucoup à mon comportement alimentaire, que j'avais lu énormément de choses, vu énormément de vidéos, lu des livres, mais que je sentais que ça bloquait un petit peu, que j'arrivais plus à avancer toute seule. Et puis, on a entamé le suivi, on s'est pas vu tant que ça, mais notamment tout un travail sur essayer de ressentir les signaux corporels de faim, de satiété, d'envie, de rassasiement. Vers la mi-novembre, il y a eu un petit peu tous les signaux qui sont revenus d'un coup, peut-être un peu trop vite. Ça m'a un peu déstabilisée parce que je pense que la dernière fois que j'avais ressenti ces signaux, c'était il y a en fait très longtemps. Je pense que ça faisait peut-être 15 ans que j'étais complètement coupée de mes signaux, ou en tout cas très coupée de mes signaux. Et la dernière fois que je les avais ressentis, c'était en plein dans ma période de troubles du comportement alimentaire sévère. Je pense maintenant que justement c'était nécessaire de ressentir ça. Ça m'a permis de réanalyser ce que j'avais vécu et de mettre les bons mots parce qu'en fait je l'avais jamais fait. J'avais toujours su que j'avais eu des troubles du comportement alimentaire, je le disais aussi, mais je pense que j'avais tendance à minimiser les choses, alors que ça a quand même été assez sévère et duré quand même assez longtemps, alors que je m'étais toujours dit que j'avais eu des troubles du comportement alimentaire pendant 1 année, alors qu'en fait ça a duré 10 ans. Moi, l'histoire que je m'étais toujours racontée avec mon comportement alimentaire, c'est que j'avais eu des troubles du comportement alimentaire, que j'avais eu une petite phase anorexique, suivi de boulimie, que ça avait duré à peu près 1 an et que je m'en étais sortie progressivement. Et en réalité, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire pendant une dizaine d'années. J'ai affronté ça en face, juste de regarder les choses telles qu'elles sont. Et je pense que j'avais toujours refusé à l'alimentation de jouer le rôle qu'il devait jouer dans ma vie. C'est-à-dire que je minimisais que j'avais eu un gros problème avec l'alimentation et je refusais aussi que l'alimentation puisse jouer un rôle important dans ma vie. Mais ça, je pense que c'est 90% des gens. L'alimentation est tellement culpabilisée qu'on refuse de voir les choses en face. L'alimentation, c'est notre carburant, c'est hyper important. Et ça joue aussi un rôle de régulateur émotionnel. Donc en fait, ça a une place centrale dans nos vies. Et c'est mal vu de penser ça, en fait. Parce que c'est tout de suite vu comme étant de la gourmandise. En fait, ça n'a rien à voir. Donc, cette année, ça a vraiment été une démarche de remettre l'alimentation à sa juste place dans ma vie quotidienne aujourd'hui, pour avoir un meilleur rapport alimentaire et laisser l'alimentation jouer son rôle, ni plus ni moins. Et aussi de revoir, affronter mon passé et comprendre, essayer de refaire le puzzle pour essayer de recomprendre aussi pourquoi ça m'était arrivé, même si je ne sais pas si c'est possible un jour d'avoir toutes les réponses de ce côté-là, mais en tout cas de réussir à tourner la page. Et pour ça, je pense que c'est hyper important de mettre les mots justes sur ce qui nous est arrivé. Il y a juste un truc que tu as dit qui m'a un peu fait tiquer, c'est quand tu as dit les gens pensent que c'est de la gourmandise. Tu l'as dit d'une manière péjorative, alors que je trouve pas que la gourmandise soit péjorative. Je suis complètement d'accord. Mais dans la tradition occidentalo-chrétienne, la gourmandise est un vilain défaut, c'est même un péché. Mais oui, ça me semble. C'est génial d'être gourmand. Être gourmand, ça veut pas dire être goinfre.
toute façon, quand on est goinfre, c'est-à-dire quand on mange trop, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est pas un défaut, c'est une difficulté qu'on rencontre et il faut aller chercher de l'aide pour sortir de ça. Mais oui, la gourmandise, je pense que c'est plutôt même une qualité. Une qualité, non, pas forcément, juste une caractéristique. On aime, comme on peut aimer faire autre chose, ça peut être comme quand on aime par exemple faire du piano ou j'en sais rien. Enfin, bon après c'est pas la même, c'est pas au même niveau parce qu'on n'a pas besoin de faire du piano alors que manger on en a besoin. Mais ce que je veux dire c'est que plus aimer manger que d'autres personnes, je considère même pas ça comme une qualité, c'est juste une caractéristique, tu vois. Je pense quand même que quand on est gourmand, peut-être que ça nous pousse à plus de variété dans l'alimentation, qu'on est plus curieux de différentes saveurs, et que ça, je pense que c'est une chose plutôt positive dans le rapport alimentaire et aussi sur le plan de la santé, parce que la variété, je pense qu'il y a rien de mieux en fait pour le corps. Donc je dirais que la gourmandise, moi je le verrais presque comme une qualité, en tout cas comme une caractéristique qui est plutôt qui ne devrait pas être culpabilisée, en tout cas c'est plutôt quelque chose de pas si mal, plutôt une chance, je dirais, voilà, d'être gourmand. Je suis d'accord, mais pas complètement, parce que je me dis qu'il y a quand même des gens qui par exemple je vis avec quelqu'un qui pour moi fait de l'alimentation intuitive mais que je considère pas comme gourmand et qui pourtant a une alimentation que je considère variée, c'est-à-dire que par exemple cette personne n'aime pas manger la même chose 2 fois au même repas. Enfin par exemple le midi il va manger un truc et le soir il va manger autre chose. Bon c'est tout basique, mais il va tout le temps varier en fonction de ses sensations, en fonction de ses envies et tout, et pourtant il est pas si gourmand que ça en fait. Enfin, l'alimentation pour cette personne est juste à sa place d'alimentation, c'est-à-dire que ça le nourrit, qu'il aime bien varier. Pour autant, tu vois, il va avoir une alimentation très variée, mais sans forcément avoir un plaisir monstre en fait. Enfin, j'exagère, mais genre c'est juste être gourmand, ça peut te pousser à avoir une alimentation variée, mais c'est pas forcément le critère. Enfin, tu peux ne pas être forcément gourmand et avoir une alimentation variée aussi. Et c'est pour ça que moi je le mettrais pas forcément comme quelque chose de hyper positif ou de qualitatif, comme une qualité. C'est juste un attrait en fait. T'es plus gourmand, comme tu vas plus aimer la mode, je sais pas, ou j'essaye du moins de le considérer comme quelque chose de simplement un attrait en fait, pas positif ou négatif, tu vois, parce que je trouve que ça veut dire que si t'es pas gourmand, ça veut dire que t'aimes pas manger, que t'as pas de plaisir à manger. Enfin non, c'est juste que t'as d'autres priorités, ton plaisir est ailleurs. Enfin je sais pas. Ça dépend comment on définit gourmand en fait. Parce que moi j'ai plein de plaisirs ailleurs. C'est simplement qu'effectivement j'essaye le plus de fois qu'il est possible, c'est pas possible à tous les repas, que mon assiette soit belle, soit bonne et de me faire plaisir. Ça m'arrive aussi de faire des repas sur le pouce ou des loupés, ou alors des fois testes 3 trucs dans ton frigo, t'essayes d'en faire une recette avec et c'est pas transcendant et tu le manges en te disant bon au moins ça me nourrit. Et puis il y a aussi des repas très simples, mais même ça en fait peut y avoir, même avec des pâtes au beurre, peut y avoir une certaine gourmandise en fait. Et pour moi quand je dis gourmand, c'est la recherche du plaisir en fait. Aussi bien la recherche du plaisir quand on choisit ce qu'on mange, mais aussi quand on cuisine, de faire quelque chose qui va rien qu'à la vue donner envie, où il y aura de la couleur, il y aura des textures. En fait, je pense que la gourmandise, dans le sens où tu l'entends, ça va être plus dans l'expérimentation peut-être des sensations, plus que dans un confort de ok j'aime ça, je fais ça en fait, je me prends pas trop la tête. Plus dans la gourmandise de je vais chercher une saveur qui est différente de d'habitude mais qui va quand même me faire plaisir peut-être en fait. Enfin je sais pas si c'est comme, après c'est la définition un peu bancale que j'ai de la gourmandise, mais comme je l'entends en tout cas dans ton discours, ça doit être plus dans la recherche de plaisir mais différent de d'habitude. Qui serait intéressant, mais il faudrait vraiment revoir une définition de gourmandise et en parler avec des diététiciennes qui maîtrisent bien les concepts. Mais peut-être que quand on est gourmand, c'est que on mange quand même pas mal par envie, alors que peut-être qu'il y a des gens qui prennent quand même plaisir à manger parce qu'il y a une forme de soulagement quand on a faim. La faim, c'est une sensation très agréable. Et du coup, d'assouvir sa faim, c'est quelque chose qui nous remet à minima dans une situation qui n'est plus désagréable. Donc, tout le monde prend au moins ce plaisir-là. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ne prennent plaisir finalement qu'à quelque chose de très simple? Ouais, et puis de très mathématique, de juste donner au corps ce qu'il est en train de réclamer et qui n'ont pas du tout l'aspect des envies. En même temps, les envies sont censées quand même être liées aussi à nos besoins corporels. Et tu sais que je remarque aussi que même les gens qui ont l'air de ne pas avoir de problème ont intériorisé des injonctions sociétales au niveau de la nourriture qui sont... En fait, quand toi-même tu as fait le travail de déconstruire un peu les injonctions de la société vis-à-vis de la nourriture, tu te rends compte à quel point tout ton entourage, justement,
à quand même intérioriser, même sans avoir de TCA, ils ont intériorisé des trucs un peu bêtes, un peu bateaux vis-à-vis de la nutrition. Voilà, ça c'est trop gras, ça c'est trop sucré, ça c'est trop salé, ça c'est machin. Il faut pas manger ça, il faut pas manger ça. Alors que eux, en fait, ils font en fonction de leur envie et comme tu dis, leur simple, enfin, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais leur simple intérêt, c'est de satisfaire leur faim et d'être en satiété, etc. Et puis sans plus, en fait, ils recherchent juste à se débarrasser de la sensation désagréable de faim et ils se posent pas trop de questions de qu'est-ce que je mets dans mon assiette, en fait. Mais bizarrement, il y a toujours ce jugement d'autrui assez inconscient, en fait, qui est tellement présent dans la société que même les gens qui n'ont pas de problème, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si c'est très clair, mais vont un peu le transmettre à d'autres. Et ça me rend ouf parce que je me dis, mais je suis tout à fait d'accord. Je trouve, déjà, quand on commence à s'intéresser à la chose et qu'on déconstruit et qu'on a au clair justement toutes les notions, le fonctionnement de l'organisme, les définitions des TCA, il y a des gens qui connaissent mal, notamment par exemple l'hyperphagie. Je pense que c'est très peu connu. Donc en fait il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont hyperphagiques. Donc je pense qu'il y a tous ces comportements en fait qui sont des troubles du comportement alimentaire sont hyper banalisés dans le langage quotidien. Donc il y a plein de gens qui se rendent pas compte en fait qu'ils ont des troubles du comportement alimentaire. Il y a des gens qui s'en rendent compte. C'était mon cas pendant des années, mais simplement ils n'en parlent pas parce que il y a des troubles du comportement alimentaire qui se voient sur la personne s'il y a une perte de poids importante et surtout en fait si les personnes sont sous-poids. Mais en fait tant qu'on n'est pas en sous-poids, personne s'inquiète. Et du coup, ça passe très inaperçu. Et après, je trouve que quand on déconstruit et qu'on regarde le discours de l'entourage, on sent que c'est mentalisé par, 80% de la population. Après, de démêler à quel point dans leur tête c'est mentalisé et à quel point ils ont perdu le contact avec leurs signaux, ou alors est-ce qu'en fait ils arrivent à mentaliser les choses tout en étant très flexibles et en fait ils mangent de façon intuitive, ça je saurais pas bien. Il faut vraiment discuter un peu en détail avec les gens, parce qu'il y a aussi ceux qui te disent, à qui tu dis qu'ils mangent de façon intuitive et qui dit ah mais je réfléchis aussi, par exemple de temps en temps je me permets pas ceci cela, mais tu te rends compte qu'en fait ils ont une flexibilité avec les règles et puis qu'ils vont s'interdire le midi puis ils le mangeront le soir, et puis qu'en fait ils s'interdisent le midi parce qu'en fait ils ont déjà suffisamment mangé en fait, donc ils sont complètement soit dans la mise en œuvre du principe 10 de l'alimentation intuitive qui est sur le principe nutritionnel. Donc c'est pas parce qu'on est mangeur intuitif qu'on peut pas aussi quand même faire un certain nombre de choix pour des raisons nutritionnelles de santé. Et ensuite, il y en a aussi, je pense, qui ont tendance à ériger leur façon de manger en façon de faire. Parce qu'ils aiment pas le sucre, il faut pas manger de sucre. Bah non. Parce qu'ils ont pas faim le matin, il faut faire le jeûne intermittent. Et c'est pas pareil, en fait, de pas manger parce que t'as pas faim le matin. Et du coup, t'as la flexibilité de te dire que si un matin t'as très faim, ou que tu sais par avance que tu pourras pas manger tôt le midi, bah tu manges, ou de se mettre la règle rigide du jeûne intermittent à sauter le petit déjeuner. Pour des raisons pas physiologiques, mais pour des raisons mentales de souhait de perte de poids, et surtout le faire alors même que t'as faim, en fait. Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre qu'on a tous un fonctionnement différent, un corps différent, des biologies différentes, un quotidien différent. Enfin, il y a tellement de paramètres qui font qu'on ne peut pas tous manger la même chose. Et le discours a tendance en fait à prôner une seule façon de manger. C'est absurde en fait. Quand t'as dit qu'il y a des gens qui s'inquiètent, que l'entourage s'inquiète surtout quand quand la personne est en sous-poids, mais même pas en fait. Des fois c'est même l'inverse. S'inquiète quand c'est en surpoids, mais quand t'es en sous-poids, c'est limite si on félicite pas la personne d'avoir perdu tel poids. Après, évidemment, quand c'est un sous-poids qui met en danger la personne, les gens s'inquiètent, mais c'est limite que quand c'est vraiment un danger pour la vie de la personne que l'entourage s'inquiète, parce que quand la personne a un poids je sais pas, on va dire normal, même si j'ai pas trop ce terme-là, qui ne présente pas de souffrance visible, et que cette personne perd vraiment de manière brutale beaucoup de poids, les gens s'inquiètent pas tant que ça en fait. Au contraire, les gens c'est t'as perdu du poids, t'as bonne mine, etc. Tu vois, c'est même pas c'est même pas inquiétant pour les gens, sauf quand ça met en danger sa vie et que la personne est hospitalisée ou quoi que ce soit, et que là c'est hospitalisation, donc peut-être il y a un problème effectivement. Et pareil quand c'est en surpoids, mais encore le surpoids des fois, c'est bien avant que ça puisse mettre en danger la personne que les gens se permettent de juger et de penser qu'il y a un problème. Dis donc, t'as pris 10 kilos là depuis la dernière fois, ça va et tout, comment ça se fait, tu t'es relâché, tu vois, c'est tellement de jugements sur l'apparence qui pour moi justement sont bien ancrés aussi et bien problématiques pour les gens. Ouais. Mais ça c'est vraiment parce que
on baigne dans une société nourrie à la diet culture, ou culture des régimes, et complètement grossophobe. Donc en fait, les troubles du comportement alimentaire, et notamment tous ceux qui visent à manger ultra sain et à peu manger, sont hyper banalisés, voire sont valorisés socialement. La perte de poids est valorisée socialement. Et effectivement, si t'es finalement à un poids qui ne pose aucun problème, mais qui est en haut de l'indice de masse corporelle normale, où tu vas bientôt être considéré en surpoids pour l'IMC, et toutes les personnes en surpoids sont considérées comme étant grosses et catastrophiques, elles ont une mauvaise hygiène de vie, mais par contre, faut déjà être effectivement assez maigre en fait, et vraiment dans à mon avis, un indice de masse corporelle qui devrait déclencher une inquiétude pour la santé, qu'on s'inquiète. Après, je pense que ça dépend aussi sans doute des familles, ça dépend des personnes aussi. Il y a pas de, moi, je connais aussi des gens qui ont toujours été très minces, voire maigres, et il n'y a pas lieu, je pense, de s'inquiéter pour leur poids aujourd'hui, parce que c'est leur morphologie. Je les connais comme ça, ces personnes qui ont toujours été comme ça, je vois bien comment elles s'alimentent, ça va. Donc, je pense qu'il faut faire un cas par cas en fait, et le truc c'est que là aussi quand la société ne fait pas de cas par cas, elle prône un modèle qu'il soit physiologique ou pas, ça la regarde pas, il faudrait que tout le monde rentre dans le même moule, et puis ensuite effectivement tout ça brouille les messages pour les familles qui se retrouvent avec des personnes qui perdent beaucoup de poids, peu importe le poids de départ, et en fait ce qui devrait, je pense, inquiéter, c'est des pertes de poids assez importantes et assez importantes sur un court terme. Je pense que la rapidité de la perte de poids devrait toujours inquiéter en fait. Soit il y a une volonté, et il y a de grandes chances qu'on soit en train d'être dans des troubles du comportement alimentaire ou dans un régime très restrictif qui est pas une bonne idée. Soit la personne ne voulait pas maigrir, à ce moment-là c'est un symptôme d'une autre maladie ou d'un problème de santé. Mais en fait la perte de poids devrait toujours alerter. Mais là aussi, je veux dire, il est plus trop à la mode maintenant le régime du camp. Mais les promesses du régime du camp qui quand même prônent un déséquilibre dans l'alimentation que tu prends qui est complètement aberrante. C'était des gens qui perdaient effectivement 10, 15 kilos en quelques mois en fait, voire en quelques semaines. Tout le monde trouvait ça normal, c'était génial, c'était le régime miracle. Donc les gens s'inquiètent pas. Par rapport à ton rapport à toi à l'alimentation, tu m'avais parlé un peu d'un effet un peu yo-yo, t'avais fait un peu d'anorexie, de boulimie, à nouveau de l'anorexie. Est-ce que tu peux me dire un peu comment ça a commencé, d'où c'est venu, quelles ont été les causes de tout ça? Alors d'où c'est venu, je pense que c'est toujours la question à 1 million, à laquelle on répond jamais vraiment. Mais moi, en fait, j'ai toujours été ronde. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été au-dessus de la courbe de poids. Et le premier médecin qui en a parlé à ma mère, j'avais 3 mois. Et déjà, il s'inquiétait de ma courbe de poids. Ce qui, je pense, n'avait aucun sens, parce que j'étais pas non plus 6 fois au-dessus de la courbe. Je veux dire, il y avait rien de dramatique. Bon, je pense que c'était une autre époque aussi où on était beaucoup moins pour les bébés dans l'alimentation à la demande, etc. Il y avait encore cette croyance qu'il fallait décider pour le bébé de des heures et de combien il devait manger, ce qui n'était pas c'était pas la façon de faire de ma mère. Mais voilà, dès mes 3 mois, quelque part, elle a été culpabilisée, et même si j'ai dû rien comprendre de ce qui se disait, je pense que les bébés ressentent des choses, et je pense que mon poids a toujours été un peu surveillé en fait à chaque visite médicale. De toute façon, je l'ai bien vu avec ma fille, on continue très régulièrement sur les premières années. Quand tu vas chez le médecin, t'es pesé, t'es mesuré. Donc on surveille la croissance des enfants. Et du coup, je pense qu'il y a toujours eu un discours de attention, elle est au-dessus de la courbe, elle est au-dessus de la courbe. Dans mon carnet de santé, je crois que c'est quand j'ai 4 ans qu'il y a les premières choses vraiment indiquées de faut faire attention. Et donc il y a toujours eu, moi d'aussi loin que je m'en souvienne, il fallait que je fasse attention. Je pouvais pas manger exactement comme mon frère qui a juste 1 an et demi de plus que moi. Il fallait pas que je me resserve. Il fallait que je fasse attention à ce que je mange en fait. Il y avait certaines choses que je pouvais pas manger ou des associations à faire. Donc là aussi, en fait, les médecins ont changé d'idée sur comment me faire maigrir ou arrêter de me faire grossir. Plein de choses. Je crois qu'il y a eu une période où on devait pas associer les féculents et les protéines. Ces régimes à la con qui visent juste en fait à réduire le nombre de calories ingérées. À partir du moment où j'ai su toute seule aller dans les placards et me faire à manger, et où aussi j'ai commencé à être autonome là-dedans et pas à faire des repas que avec ma famille,
j'ai commencé à avoir des compulsions alimentaires. Enfin, je pense pour le coup, ce qui pourrait s'apparenter à l'hyperphagie, c'est-à-dire tu rentres de l'école, il y a personne à la maison, et puis là, tu te fais un goûter un peu important, et puis surtout en tapant que dans des choses très sucrées, très grasses, des biscuits, tout ce qui, le reste du temps, était interdit ou à manger avec modération. J'ai dû faire mon premier régime, quand j'avais, je pense, 8 ou 9 ans. Vraiment régime officiel. En fait, je faisais de la danse classique. J'étais pas mauvaise, donc ma prof avait proposé d'aller faire participer à un concours extérieur de danse, et dans les concours de danse, c'est malheureusement encore le cas aujourd'hui, ce que je trouve aberrant, il y a une partie de la note que tu reçois qui dépend de ta morphologie. Alors la morphologie pour la danse, c'est pas que être filiforme, c'est aussi la souplesse, le coup de pied, etc. Mais il y a quand même une partie, c'est est-ce que tu as la ligne danseuse ou pas. Et ma prof de danse, pour le coup, était plutôt une prof de danse body positive, on appellerait comme ça aujourd'hui, parce que vraiment, elle faisait pas du tout de différence au sein de l'école, elle mettait pas la pression. Mais par contre, il y avait eu un peu le truc de vous voyez, mais oui, c'est sûr que si elle perdait un peu de poids, elle aurait une meilleure note, quoi. Elle a pas dit, elle ne fera le concours extérieur que si elle perd du poids. C'était pas du tout ça. Elle était vraiment dans l'essentiel est de participer. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait plusieurs concours de danse. J'ai eu une seule fois un prix parce que voilà, ma note était un peu divisée par deux. Mais j'ai toujours pris énormément de plaisir à le faire. Moi, j'aimais être sur scène, etc. Elle a eu raison, mais bon, voilà, il y a quand même eu un petit peu ce truc. Et donc, j'ai commencé à faire des régimes, peut-être 3 programmes Weight Watchers différents. Ma mère aussi, de toute façon, avait toujours été elle-même au régime. Donc, elle faisait un Weight Watcher, je faisais la même chose. Alors, je sais plus comment on calculait les choses un peu différemment pour un enfant, mais je pense pas qu'il y avait de programme spécialement pour enfants. On n'allait pas voir de diététicienne, donc je pense quand même que tout ça était pas une excellente idée. Mais bon, à l'époque, ça posait pas de problème aussi de faire des régimes à des enfants. Aujourd'hui, c'est quand même relativement déconseillé. On observe, enfin, on essaye d'éviter d'arrêter qu'ils prennent du poids, mais on ne cherche pas à les faire maigrir. On instaure quand même des contrôles sur l'alimentation, donc je pense que la conséquence est tout aussi délétère. Mais voilà, donc j'ai fait Weight Watcher plusieurs fois, et puis j'ai fait aussi, il y a eu les premiers régimes hyperprotéinés, donc où tu avais des sachets, tu mangeais globalement les sachets de protéines. Un coup c'était pour faire des pancakes, un coup c'était pour faire des gâteaux. En fait, c'était pas bon ces trucs. Il y avait 2 goûts, vanille et chocolat. Dans mon souvenir, à côté, tu te contentais de manger ça avec des légumes. Ça remplaçait en fait le repas, ou alors tu décidais de faire un repas normal le midi et de manger ces choses-là le soir, ou pour remplacer une collation. Quoi qu'il en soit, tous ces régimes ont toujours été efficaces, et c'est le cas de tous les régimes. En fait, dans un premier temps, tu perds du poids, et puis dans un deuxième temps, tu reprends le poids, en fait, parce que même si Weight Watcher avait à l'époque des phases de stabilisation, je pense qu'ils sont toujours vantés. En fait, ça ne marche pas. La phase de stabilisation, oui, tu te stabilises ou tu reprends un peu, et puis une fois que tu arrêtes complètement, ça se part complètement en cacahuète, notamment parce que tu manges tout ce que tu n'as pas pu manger pendant un temps. J'allais juste te dire, est-ce que c'est à ce moment-là que du coup t'es un peu entrée dans la boulimie, ou alors non, pas trop à ce moment-là? Et je pense qu'à l'époque, ça m'arrivait d'avoir des compulsions alimentaires. C'est toujours un peu dur de s'en souvenir exactement 20 ans après, mais je pense que j'en avais. Donc, est-ce que j'en avais dans les phases où je suivais le régime? Peut-être pas. C'était peut-être des phases sur lesquelles j'arrivais à reprendre un contrôle complet, à manger hyper sainement. Mais à ce moment-là, j'avais des compulsions après. Par contre, voilà, ça. Peut-être que c'était déjà une forme d'hyperphagie, donc c'était peut-être déjà des troubles du comportement alimentaire. Je sais pas bien, j'ai un petit peu de mal à bien définir l'hyperphagie. C'est celui, je trouve, qui est le plus compliqué à vraiment cerner ce trouble-là, parce que manger en grande quantité, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Quand j'avais du coup 16 ans, très certainement que je sais pas à quand remontait le dernier régime, mais en tout cas j'étais dans la phase où on reprend du poids et on reprend un peu plus de poids. Il se trouve aussi que 16 ans, c'était très certainement aussi la puberté et la fin de ma croissance. Donc, de toute façon, c'est normal aussi de voir le poids sur la balance augmenter parce qu'on grandit. Alors, pour le coup, il y avait aussi un petit peu un contexte familial à cette époque. Il y a quand même autre chose qui, je pense, a fait un peu le lit des troubles du comportement alimentaire chez moi. C'est que quand j'en ai un peu rediscuté avec mes frères et sœurs, ils disent qu'en fait, ils trouvent qu'il n'y a pas un rapport sain à l'alimentation dans ma famille. On est une famille nombreuse. Moi, j'ai un frère et une sœur. Et ensuite, du côté de ma mère, on a énormément de cousins et cousines. Donc, on était habitués à être quand même très nombreux quand on était en vacances. Il n'y avait jamais assez à manger, visiblement, pour les appétits insatiables des enfants et des ados. Donc, on avait toujours
à peine tu commençais à manger, il fallait se précipiter. Il y avait cette idée qu'il fallait se précipiter sur la nourriture si tu voulais pouvoir en reprendre, parce que de toute façon, tout le monde allait vouloir se resservir et que de toute façon, il y en aurait pas assez. Et en plus, dans ma famille, on cuisine bien, donc voilà, c'était bon. Tout le monde avait envie de se resservir. Il y avait certains plats qui étaient faits que en vacances, qui étaient des plats qu'on adorait et voilà, qui étaient pas des plats complètement du quotidien parce qu'ils prenaient un peu de temps à être exécutés par les cuisiniers et cuisinières. Je sais pas si t'es une fan de Friends, de Ross à un moment qui dit j'ai grandi avec Monica, si tu manges pas vite, tu ne manges pas. Bon, ce qui est un commentaire extrêmement grossophobe, mais dans ma famille, c'est un peu ça. C'est si tu ne manges pas vite, tu ne te resserviras pas, quoi. Ou tu pourras pas. Il y a l'idée de se dire que t'aimes tes biscuits, tu en manges seulement 1 ou 2 pour le goûter et tu retrouveras ton paquet le lendemain. Ça, ce n'était pas possible dans ma famille. Le lendemain, le paquet de gâteaux aurait été fini par quelqu'un et il aurait fallu faire des stocks complètement dingues. Mais mes parents, je pense, ne voulaient pas, parce qu'en fait, toutes ces choses, ça coûte cher et que quand tu as une famille nombreuse, il n'y a pas un budget qui est extensible. Et ensuite, je pense aussi qu'il y avait quand même une idée de on va quand même pas manger trop de biscuits dans la semaine. Tout ça, ça a fait, je pense, que de toute façon, on était tous un peu restreints. C'est-à-dire que mon frère dit aussi que lui, il se sentait restreint dans ce qu'il mangeait. Donc, je pense que ça nous déclenchait des compulsions de toute façon. Ouais. On était frustrés. Et moi, se rajouter à ça un peu de culpabilisation, puisque de toute façon, moi, il fallait que je mange encore moins puisque j'étais grosse. Je pense quand même que tout ça, ça a pas fait le lit d'un rapport sain à l'alimentation, et ça a mis très tôt en fait des règles mentales sur les quantités, sur certaines choses qu'on mange quand même pas trop régulièrement. De temps en temps, il y a des aliments qu'on n'aime pas, mais on les mange quand même parce que ils sont sains ou parce que c'est le parfum de yaourt que personne n'aime dans le paquet, mais il faut quand même se forcer à le manger, et parce que sinon on pourra pas avoir de yaourt à la fraise tant qu'on n'aura pas mangé ceux à la cerise, quoi. Je veux pas qu'il y ait cette inquiétude, qu'il y ait cette peur du manque, en fait, qui, je pense, ne rend pas serein face à l'alimentation. Pour qu'elle puisse pleinement s'arrêter et manger à sa faim et selon ses signaux corporels. Et je l'invite à écouter ces signaux de genre, est-ce que vraiment tu veux en remanger? Est-ce que c'est encore agréable au goût? Est-ce que ça te fait pas mal au ventre? Est-ce que tu voudrais pas plutôt ceci? Mais en tout cas, qu'il n'y ait pas d'autres choses extérieures qui viennent un peu s'entremêler et brouiller un petit peu les pistes. Et donc, j'avais plutôt pris du poids cette année-là. Et puis un matin, je suis montée sur la balance. J'ai vu un chiffre qui m'a angoissée au possible. Et c'est la première fois que j'ai eu une crise de boulimie. Donc, je me suis fait vomir. Et puis, moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Je me suis dit que c'était vraiment du gaspillage, en fait, de se faire vomir. Il fallait mieux ne plus manger. C'était quand même plus économique, quoi. Moi, je suis responsable pour ma famille et les éventuelles difficultés financières, quoi. Et puis, je sais pas, c'était peut-être déjà une âme écolo. Mais donc, du coup, il y a vraiment eu, ça a été vaguement une décision dans ma tête de genre, tu ne vas plus manger. Quelque part, en faisant de la danse classique, je pense aussi que j'avais une image très romantisée de ce qu'était l'anorexie. Qu'il y avait beaucoup de danseuses qui l'étaient et finalement, ça les empêchait pas de vivre, de danser. Elles avaient l'air d'être en pleine forme. Elles faisaient des choses fantastiques sur scène. Donc, ça a été un peu une décision. Je pense qu'il y a eu aussi une part où j'avais envie d'appeler au secours. Et donc, du coup, je suis rentrée dans une phase ultra restrictive. Enfin, je pense qu'on pourrait tout à fait mettre le terme d'anorexie. Après, c'est toujours un peu compliqué parce que les troubles du comportement alimentaire, ils ont des définitions qui sont un peu rigides. Et bon, dans l'anorexie, on voit quand même souvent la maigreur venir comme élément du diagnostic. Moi, je n'ai jamais été très maigre. J'ai été, du coup, dans cette phase-là, très mince, en fait, chose que je n'avais pas du tout réalisée à l'époque. Mais en fait, je suis toujours restée dans un IMC normal. Dans ma phase, donc on pourrait appeler anorexique, je suis partie du haut de l'IMC normal et je suis descendue en bas, mais j'ai pas basculé dans la maigreur. Par contre, j'ai perdu 14 kilos en quelques mois. Les premiers, je pense que j'avais perdu 12 kilos en 3 mois. Et puis, justement, après, ça a commencé à ralentir, en fait. Je pense juste le corps nous protège, en fait. Donc, il s'était mis en mode, il n'y a plus rien à manger, je ralentis le métabolisme au maximum. Et donc, après, la perte de poids était moins importante, mais je mangeais pas plus pour autant, en fait. Et j'avais une angoisse complète pour manger parce que quand on voit la balance qui décroche plus alors qu'on mange plus rien, c'est assez angoissant de remanger. Mais du coup, j'ai vraiment été dans une phase
hyper restrictive. Enfin, quand j'y ai repensé là récemment, c'est hallucinant le peu de calories que je prenais dans la journée. J'étais en seconde, donc c'est l'année où on finit très tôt les cours, puisqu'on n'a pas le bac. Donc on n'a pas le bac, on n'a pas le brevet, donc j'étais toute seule à la maison, donc personne ne voyait que je mangeais pas. Donc en fait, je mangeais quasiment rien dans la journée, et le soir, je disais que je voulais manger léger, donc je mangeais globalement des légumes et je picorais. Et donc c'est passé relativement inaperçu. Après, j'ai été en colo. En colo, il y a toujours rien à manger. De toute façon, c'était un camping. En fait, tout le monde disait, tout le monde crevait la dalle sur cette colo. Donc, c'était très simple, en fait, de quasiment rien manger. Après, je sais pas trop comment s'étaient passées les vacances en famille au mois d'août. Peut-être bien que j'avais un peu remangé et que justement, j'avais pas trop aimé les chiffres sur la balance. Et puis, arrivé à l'automne, je peux même pas me souvenir. J'ai pas un souvenir d'être très fatiguée ou, enfin, je pense qu'on est boosté à l'adrénaline aussi quand on est dans ces phases restrictives. Donc je pense que je me sentais relativement en forme, mais tout le monde me félicitait pour ma super perte de poids, alors qu'on aurait dû s'inquiéter parce que, enfin voilà, j'avais perdu 20% de mon poids en 6 mois. Et en fait, je pense que moi, j'avais fait ça pour attirer l'attention. Ça n'avait pas marché, puisqu'on me félicitait. Et au fond de moi, même si j'étais contente de ce qui se passait, j'y ai pas mis vraiment beaucoup d'efforts à être dans cette phase restrictive. Et ça, c'est parce que, si j'ai bien compris, quand on est dans des phases donc très restrictives, donc anorexiques comme ça, le plaisir de la perte de poids remplace le plaisir de manger, en fait. On se crée d'autres circuits. La dopamine, elle circule quand même, hein, donc on se sent, on a faim toute la journée, mais il y a un tel plaisir. Moi, je me pesais 4 fois par jour. Donc, quand tu vois que tu as perdu 200 grammes entre le matin et la fin de journée, ça te donne envie de ne pas manger. Enfin, ça t'aide à ne pas manger au repas suivant. Et c'est pathologique, hein. Mais voilà. Mais par contre, j'avais conscience, en fait, d'être en train d'être anorexique ou déjà anorexique. Donc, je pense que le fait que personne ne s'inquiète dans mon entourage, plus le fait que le poids ne descendait plus tellement, alors que je n'avais pas atteint l'objectif que je m'étais fixé en termes de poids, de taille de pantalon. Je pense que juste ça a fait qu'il y a eu un moment où il y a eu un repas de famille, enfin un goûter de famille chez moi. J'ai évité tout l'après-midi les gâteaux. Et puis à la fin, quand les gens partaient, il restait juste un gâteau qui est en plus un gâteau que je n'aime pas. Mais vraiment, c'est un gâteau que je n'ai jamais aimé. Et puis j'en ai quand même pris une part juste pour goûter, mais genre une micro-part, quoi, comme tu prends quand tu vois une nichette. Et puis je sais pas, je pense que mon corps a juste dit genre waouh, du sucre. Incroyable. Et là, j'ai eu une énorme compulsion sur ce gâteau. Je pense qu'il restait 3 belles parts. Je pense que je me les suis mangées. Puis derrière, je suis allée me faire vomir. Et en fait, là, j'ai basculé dans une phase. Alors que moi, j'avais toujours appelé boulimique, sauf qu'en fait, je ne me faisais pas. C'était pas encore que je mangeais beaucoup et que je me faisais vomir derrière, c'est que je me faisais vomir après quasiment toutes les prises alimentaires. Donc en fait, je pense que c'était encore une phase d'anorexie boulimique, enfin ou vomitive, je sais plus quel est le terme. C'est-à-dire que dans l'anorexie, soit tu manges rien, soit quand tu manges, tu compenses. Tu as un mécanisme de compensation, et c'est là qu'on voit qu'il y a un lien très clair avec la boulimie, et que c'est ça qui est compliqué, c'est que les troubles du comportement alimentaire, ils se superposent, c'est un continuum. On en a plusieurs. C'est la boulimie qui a une compensation. Enfin, il y a une compensation ou non, mais dans l'anorexie, il y en a pas forcément de la compensation. Dans l'anorexie, je sais pas, en fait, soit tu manges pas, soit quand tu manges, parce que, en tout cas, tu t'as mangé trop par rapport à ce que tu estimes que tu devais manger, tu te fais vomir. Dans la boulimie, il y a quand même l'idée c'est une prise alimentaire où tu manges beaucoup et tu te fais vomir cette prise alimentaire. Moi, c'était pas ça, en fait. C'est venu après ça, parce que j'ai aussi eu vraiment... Et c'est pour ça que maintenant, je le distingue. Pour moi, c'était pas la même chose. Parce que là, vraiment, je me faisais vomir quasiment après tous les repas. C'est-à-dire que dès que j'estimais que j'avais trop mangé, et trop, c'était pas des quantités importantes, en fait. C'était juste plus des quantités absolument dérisoires d'anorexique. Dès que c'était un repas normal, c'était trop, je me faisais vomir. Dès que c'était tous les aliments que j'avais diabolisés, je me faisais vomir. Et au fur et à mesure, se sont invitées les crises de boulimie qui, je pense, sont aussi liées au fait que le corps est en déficit, qu'il y a énormément de règles d'interdiction. Donc, il y a des compulsions où là, je mangeais des quantités astronomiques et je savais par avance que de toute façon, j'allais aller me faire vomir. Donc, de toute façon, je pouvais y aller, quoi. C'était open bar puisque de toute façon, j'allais pas le garder. Mais là, c'était vraiment, dans ces cas-là, des quantités importantes. Tout ça, ça a été des troubles du comportement alimentaire, en fait, et il n'y a pas une hiérarchie à faire entre les différents troubles. Ce qui est important, c'est de mettre les mots qui donnent du sens à l'histoire qu'on a vécue, en fait. Moi, je m'étais toujours sentie en imposture vis-à-vis de l'anorexie parce que j'ai jamais été maigre, puis parce que ça n'avait pas été très long.
Mais en fait, mis à part la maigreur, j'ai quand même eu un peu tous les autres modes de fonctionnement de l'anorexie qui s'étaient bien mis en place, en fait, en termes d'ultra-contrôle, de se peser 4 fois par jour, de ne penser qu'à ça. Enfin, au bout de 6 mois je me faisais vomir 4 fois par jour, ce qui est très désagréable. Pour le coup, j'étais pas du tout bien dans ma tête. Déjà, ça me maintenait tout juste à un poids que je trouvais affreux. J'étais absolument pas grosse à l'époque, mais moi, je me trouvais obèse, donc j'avais vraiment clairement, je percevais pas correctement mon corps à l'époque, et du coup, ma mère étant psychologue, je savais que pour le coup, si je voulais aller voir quelqu'un, c'était pas un problème. Donc je suis allée la voir et je lui ai dit j'aimerais bien aller voir une psy. Je pense qu'elle a senti que j'avais pas du tout envie de lui parler à elle, donc elle m'a pas posé de questions, elle m'a donné une adresse. J'y suis allée, j'ai posé mes bagages de tout ce que j'avais à raconter, et pour le coup, les crises de vomissement se sont arrêtées en 4 séances. Les crises quotidiennes. C'est-à-dire qu'après, en fait, sont restés des épisodes. Je pense quand même que c'était environ 2 fois par semaine. Mais en tout cas, j'ai pu eu ces vomissements absolument quotidiens, ce qui était déjà une amélioration fantastique. Et là, je me suis dit, il faut que tu acceptes de reprendre du poids. Il faut que tu arrêtes de te mettre de la restriction, sinon tu vas pas t'en sortir, quoi. Et du coup, je pense que j'ai vraiment eu une phase de rémission, même si je pense que j'avais quand même des moments où je me faisais encore vomir à certains moments. Enfin, notamment, je pense quand je mangeais des choses trop importantes ou trop sucrées, et de temps en temps, j'avais vraiment des crises de boulimie. Donc là, la boulimie a commencé à quand même vraiment bien s'installer. Donc vraiment des moments plutôt d'angoisse, en fait. C'est pas tant des moments où j'avais vraiment envie d'un aliment. C'est des moments où je me sentais totalement angoissée. Je mangeais beaucoup, et le fait de beaucoup manger puis de faire vomir avait anesthésié l'angoisse que je ressentais. Et puis en fait, et ça avant cette année je l'aurais jamais formulé comme ça, en fait j'ai complètement fait une forme de rechute plutôt anorexique, en tout cas restrictive, 2 ans plus tard. Je sais plus où j'en suis au niveau des années, mais bon, peu après, où de nouveau j'ai été dans une phase quand même hyper restrictive, où je n'avais pas faim le matin, je mangeais une salade le midi, une pomme pour le goûter, et puis le soir des légumes parce que on mange léger le soir, quoi. Et puis ce qui s'est passé, c'est que je suis partie moi faire mes études en Allemagne. Donc j'ai quitté le domicile familial, j'ai été maître de mon assiette parce que je vivais en colocation, mais c'est moi qui faisais mes courses, je mangeais ce que je voulais quand je voulais, il y avait plus de règles. Progressivement, je me suis un peu sortie de tout ça, même si ça a été ultra progressif, parce que je pense qu'à l'époque quand même, j'avais tendance quand je mangeais à regarder ce que mangeait la voisine et à toujours essayer de manger légèrement moins que les autres. C'était un peu la boussole. Si je mangeais trop, j'avais quand même encore des vomissements. Si je mangeais un aliment qui était interdit, j'avais quand même un peu de mal à manger, notamment un dessert, sans passer aux toilettes après. Et j'avais encore des choses, mais que j'ai déconstruit maintenant, du genre... alors moi, j'ai jamais eu un côté de rentrer dans une hyperactivité sportive, comme ont souvent les gens qui ont des troubles du comportement alimentaire, notamment les anorexiques, et c'est aussi un mécanisme de compensation pour la boulimie. Ça a jamais été trop mon truc, mais j'aime bien me tenir debout dans les transports en commun, parce que, bon, quand même, c'est l'occasion d'être debout et de brûler 2-3 calories de plus, quoi. Donc j'avais quand même encore un peu tous ces espèces de mécanismes permanents où sans arrêt, dès que tu peux, t'es en train de grappiller un brûlage de calories à droite, d'en manger un petit peu moins à gauche, de sauter un repas si tu peux, machin. Après, les choses étaient vraiment beaucoup moins développées à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas, on ne déconstruisait pas, ce terme n'existait pas. L'alimentation intuitive, je pense qu'elle n'avait pas été encore inventée. Zermati, alors ma mère avait lu Zermati, il commençait à intervenir dans des émissions télé, donc moi j'avais quand même bien en tête l'idée qu'il fallait manger ce qu'on voulait quand on voulait, s'arrêter, machin, être à l'écoute de ses sensations. Je pense que j'avais déjà un peu ça, et je pense que ça m'a beaucoup aidé quand même à m'en sortir. C'était des rudiments de compréhension de ce qui s'était passé en moi, en fait. Il se trouve aussi que j'ai ensuite longtemps eu une thérapie qui avait pas rien à voir avec mon comportement alimentaire, mais du coup j'ai quand même fait tout un travail sur moi, donc je pense que ça a aidé. Mais justement, ça a été un petit peu ma réflexion de cette année, parce que là, maintenant, je m'intéresse de nouveau au comportement alimentaire. Donc, tu vas me dire, mais si tu n'es plus boulimique depuis 7 ans, pourquoi maintenant ? C'est que moi, pendant, avec des coupures, mais bon, j'ai fait presque 10 ans de thérapie, on a parlé plein de choses, et en fait, j'ai soigneusement, en fait, évité de parler de l'alimentation. C'est-à-dire que pour moi, les troubles du comportement alimentaire, c'était du passé. J'étais une mangeuse intuitive. Par contre,
J'étais persuadée que ça serait toujours ma faiblesse, que ça serait jamais possible pour moi d'être totalement sereine vis-à-vis de l'alimentation, que ça serait toujours un peu mon mécanisme de régulation. En fait, maintenant je comprends que c'est celui de tout le monde en fait. Tout le monde mange ses émotions et que ce n'était pas moi et un problème pour moi. Et en même temps, pendant toutes ces années, je n'ai jamais refait de régime parce que j'étais persuadée, de toute façon je le sentais, dès que je prenais la résolution de lundi matin tu fais attention, j'avais une compulsion à 9h, je prends la décision à 9h, à 9h10 je fais une compulsion alimentaire et je savais très bien que les compulsions me mèneraient à des crises de boulimie et c'était hors de question de retourner à la boulimie une fois que c'était fini. Et puis je pense que ce qui a été assez paradoxal, ça a été ma grossesse qui d'un côté m'a énormément reconnectée corporellement parce que t'es hyper concentré sur ton corps, sur les sensations. Moi, j'ai perdu du poids pendant la grossesse, pas parce que je l'ai voulu, parce qu'en fait, j'ai eu un premier trimestre assez nauséeux et que j'ai eu un dégoût complet du sucre, enfin désintérêt complet du sucre. Ça a été intéressant en même temps cette expérience avec le sucre parce que moi je m'étais toujours dit que j'aimerais bien manger moins de sucre et là j'ai constaté que quand on n'en a pas envie c'est facile de ne pas en manger. Donc en fait il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça, qui sont pas très portées sur le sucre, mais c'est facile pour eux de ne pas en manger. Et puis en fait tout le poids que j'avais perdu pendant ma grossesse, je l'ai repris progressivement sur les 2 dernières années et je suis revenue à mon poids d'avant grossesse. Quelque part, il y avait une insatisfaction, même si je l'avais pas souhaité cette perte de poids, en fait, je m'en étais réjouie. Et du coup, début du confinement, donc mars 2020, je dois m'occuper de ma fille, donc j'ai plus trop le temps de bosser, mais en même temps, quand je m'occupe d'elle, j'ai quand même un petit peu de temps de cerveau disponible. J'avais commencé aussi à un petit peu regarder des choses sur Instagram, et donc bêtement, j'avais commencé à suivre quelques fit girls, et puis j'ai fini par me dire, mais je pense que je pourrais peut-être finalement maintenant faire un régime, savoir combien je mange en termes de calories, ça serait intéressant. Le métabolisme, les machins, finalement faire des recettes allégées. Enfin, je m'étais complètement fait avoir par la diet culture, je le réalise maintenant. Et puis, du coup, j'étais à 2 doigts de faire un régime. J'avais regardé plusieurs trucs, quoi. Et en me disant, vraiment, mais à quel point des fois on peut se mentir à soi-même. Non, je pense que j'avais un comportement alimentaire suffisamment normalisé pour réussir à encaisser ce contrôle et cette restriction sans que ça me déclenche de nouveau de la boulimie. Et puis, mais heureusement, et là, mais je remercie les personnes qui prouvent l'alimentation intuitive et qui font des vidéos sur YouTube. Donc, je ne sais pas si c'est devant une vidéo d'Eliane C ou de Cindy Gagnol. De toute façon, j'ai regardé toutes leurs chaînes YouTube. Mais donc, j'ai vu un moment une vidéo avant de signer pour un de ces régimes à la con. Et là, je me suis dit, Jeanne, la perte de poids ne résoudra absolument rien. Tu as une estime de toi dans les chaussettes. Tu vas t'occuper d'abord de reprendre confiance en toi. Et ensuite, on verra si soit tu perds du poids, soit t'en perds pas, mais genre là, c'est pas le moment de t'occuper, enfin, c'est pas la solution, quoi. Et donc, du coup, c'est là où j'ai commencé à lire des tonnes de choses sur l'alimentation intuitive. Et en fait, j'avais déjà lu des choses. Eliane C, ça faisait longtemps que je la suivais, ça fait longtemps que je voyais ses vidéos, mais je sais pas, elle m'avait soit moins parlé, soit ça confortait toute la théorie que j'avais, et je pensais être une mangeuse intuitive. Et puis, il y a eu une publication qui m'a vraiment pas mal fait réfléchir, c'est Zoé Desbouy, qui avait fait une publication sur la restriction cognitive, terme que je ne connaissais pas avant en fait. Et là, ça a été la révélation. Je me suis dit, ah ouais, non mais en fait, t'es en restriction cognitive complète. C'est-à-dire que moi, effectivement, sur le papier, je mangeais absolument de tout et pas spécialement healthy. C'était pas de tout parce que je faisais des cheat meals. Non. Je mangeais vraiment de tout et c'était pas toujours sain. Et il pouvait y avoir des semaines entières où c'était pas sain, entre guillemets. Et par contre, en fait, je me mettais énormément de règles mentales. C'est-à-dire que, par exemple, déjà, en fait, je culpabilisais toutes les prises alimentaires. Il y avait une partie de moi de grossophobie internalisée qui se disait, comme tu es grosse, tu ne devrais pas manger. Et puis aussi d'espèces de fantasmes d'être de nouveau dans l'anorexie et de finalement me dire que j'avais pas réussi à aller au bout de mon anorexie puisque j'avais pas réussi à être maigre, à attirer l'attention. Donc, je pense que j'avais pas fait le deuil de ça. Et donc, du coup, je culpabilisais dès que je mangeais, puisque je n'arrivais pas à me contrôler, comme j'avais pu si bien le faire. J'avais énormément de mal à envisager un repas sans légumes. Donc, s'il n'y avait pas de légumes et des légumes en assez bonne quantité, en fait, je culpabilisais. Donc, en fait, il y avait beaucoup de pensées relatives à l'alimentation qui continuaient à tourner dans ma tête à vide. Parce que c'était beaucoup d'intentions, pas nécessairement suivies d'actes, puisque de toute façon, à chaque fois que j'essayais de contrôler, ça se barrait en cacahuète. Je ne supporte, je crois, plus du tout la restriction. Du coup, j'ai passé une bonne partie du confinement, puis du printemps, puis de l'été, à lire des choses, à regarder des vidéos et à déconstruire
progressivement toutes ces restrictions que je me mettais encore. Et puis ensuite, voilà, en octobre, j'ai décidé qu'il fallait aller que si je voulais aller plus loin, je sentais que il fallait que j'aille en parler avec une professionnelle de santé. Et c'est là que j'ai contacté Zoé Desbouy et que du coup, j'ai entamé un suivi. Et je pense que j'aurais pas réussi à retrouver mes signaux corporels toute seule. Du coup, ce que j'ai fait, en tout cas, pour retrouver les signaux, il y a beaucoup de réflexions. Enfin, c'est sûr que ça, je trouve que, pour moi, c'est la chose la plus dure dans cette thérapie. Mm-hmm. Donc, Zoé Desbouy, elle est formée par le groupe de réflexion sur le surpoids et l'obésité. Donc, c'est pas la thérapie de l'alimentation intuitive telle que qui a été inventée par Evelyne Tribol et Élise Reich, mais le but, je dirais elle-même, c'est à la fin de manger en fonction de ses signaux corporel avant tout et pas en fonction de règles mentales. Et donc, il y a en fait un peu les mêmes marqueurs de déjà dédiaboliser les aliments, accepter de manger quand on en a envie et de retrouver ces signaux pour remettre en place le contrôle corporel et dégager tout le contrôle mental. Et d'ailleurs, justement, j'en viens à ton rapport au corps, justement. Tu m'avais dit en amont que maintenant, depuis que tu as eu ta fille, tu es en symbiose avec ton corps. Mais du coup, je voulais savoir aussi par rapport au TCA, par rapport à tout ton parcours, où est-ce que tu en es avec ton rapport au corps? Mais tu m'avais quand même dit un truc qui m'avait un peu percuté, c'est que tu aurais aimé être biologiquement mince. Je pense que c'est par rapport à la société pour éviter d'avoir toutes ces injonctions, d'avoir cette grossophobie en fait constante, je pense. Enfin, très clairement, j'ai eu du trouble du comportement alimentaire et j'ai eu un problème de perception de mon corps, donc je pense que j'ai quand même pas eu une relation géniale avec mon corps. Maintenant, moi, j'ai toujours été relativement consciente de mon corps, à l'écoute de mon corps. Je sais pas si à aucun moment je me suis sentie en combat avec mon corps. Je crois que j'ai jamais été. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette impression que le corps c'est pas eux, mais en fait, où êtes-vous dans ces cas-là? On est notre corps et notre corps est nous. Donc moi, je l'ai clairement malmené. J'ai eu des fois des pensées de mon corps est en train de se venger, mais j'ai pas eu l'impression qu'il était en guerre contre moi en fait. Après, moi, j'ai aussi toujours, ça fait 10 ans que je fais du yoga, donc c'est quand même aussi un sport qui reconnecte pas mal au corps. Effectivement, il y a eu la grossesse qui m'a vraiment énormément reconnectée à des tonnes de sensations. Là, l'alimentation intuitive, toute cette démarche alimentaire, là, c'est en train, je pense, de mettre, peut-être pas total, mais en tout cas, c'est en train de réarrimer pas mal de connexions. Après, clairement, je pense que je suis pas satisfaite corporellement, mais effectivement, je pense que ça a rien à voir avec moi et mon corps, ça a à voir avec la société dans laquelle on est. C'est-à-dire que si moi je me regarde dans le miroir, honnêtement, je me trouve pas désagréable à regarder, je me trouve même pas spécialement. Alors moi j'ai vraiment quand même cette chance, c'est que je grossis de partout et donc de nulle part en particulier. Donc ma silhouette en fait, elle est la même que avec 20 kilos de moins. C'est juste qu'elle est plus épaisse, mais en fait tout est réparti assez uniformément. Donc, quand je me regarde dans la glace, je me trouve pas si mal. C'est la comparaison, en fait, avec des personnes plus minces, avec... quand tu te rends compte que tu ne mets pas un 36, tu te rends bien compte qu'il y a des gens qui le mettent, donc qui sont plus minces. Donc voilà, mais maintenant, j'ai conscience que cette insatisfaction, elle est liée entièrement à la société dans laquelle on est. Et du coup, je pense que je suis en train de la déconstruire déjà. Cette pensée d'insatisfaction me déclenche pas l'envie de perdre du poids. C'est-à-dire que il y a des fois même où je me dis ça serait cool quand même de perdre un peu de poids, ça serait quand même bien avec 10 kilos ou 15 kilos de moins. Et ensuite, je me souviens que quand je faisais 10 ou 15 ou 20 kilos de moins, j'étais pas plus heureuse, j'étais pas plus satisfaite. C'est clair. Il y a un truc que tu as dit aussi qui me fait me questionner un peu. Quand tu dis j'ai de la chance, quand je grossis ou que je maigris, surtout quand je grossis de partout. Mais je pense pas que ce soit de la chance ni de la malchance de grossir. En fait, c'est ce que la société veut qu'on pense en fait, que grossir du ventre, tu sais, de pas avoir un ventre plat, d'avoir des grosses cuisses, etc. En fait, de pas grossir uniformément comme tu le dis. J'ai mal formulé ma phrase, mais la société te fait penser que si tu ne grossis pas ou si tu n'es pas uniforme, si tu n'es pas parfaitement, comment on dit là, proportionné. Proportionné, c'est pas beau, etc. Alors que, en fait, c'est exactement ce que tu as dit après. C'est pour ça que je me questionne, mais en même temps, je comprends ce que tu veux dire parce que tu le dis après. C'est à partir du moment où tu te compares aux autres, peu importe comment est ton corps. À partir du moment où tu le compares aux autres, c'est là que tu penses que tu as un problème, que t'es pas normal, que t'es en dehors des normes et tout. Mais en fait,
même quand tu te compares aux autres, se dire ah mais elle rentre dans un 34, dans un 36, il y a pas de chance dans ça. C'est de la morphologie en fait. C'est juste de la morphologie et c'est malheureusement la société qui te fait penser que rentrer dans un 34 ou dans un 36, ça te rend plus belle, t'es plus heureuse, etc. Alors que pas du tout en plus. Enfin, tu l'as très bien vécu, tu l'as très bien décrit et tu l'as vécu. 10 kilos en moins, 15 kilos en moins, t'étais pas plus heureuse, t'étais même plus malheureuse, peut-être. T'étais complètement déconnectée de tes sensations, de tes ressentis. Donc, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Non, en fait. Et si quelqu'un a fait 15 kilos de moins que toi et est heureuse parce que c'est sa morphologie, parce que, de toute façon, il fait rien pour changer quoi que ce soit, c'est comme ça, en fait. Il y a pas de plus chanceux, malchanceux. C'est juste, t'es né d'une certaine façon. T'as, comment dire, il y a des critères héréditaires, etc. Donc, forcément, t'es un peu amené à avoir une morphologie, qui ressemble à ta famille ou plus ou moins, ou pas. En fait, ça dépend aussi de ton environnement, de plein de choses, de traumatismes, etc. Même avec du point en moins, on continue à se focaliser sur ces détails, alors qu'en fait, il faut essayer de se voir dans sa globalité. Et dans sa globalité, oui, c'est pas si mal. Mais c'est par contre quand même très dur dans la société dans laquelle on est de s'accepter tel qu'on est. Mais même ça, en fait, j'ai accepté que c'était dur. Et que du coup, il y a des jours où je me trouve canon et je m'adore et je trouve ça génial, et qu'il y a des jours où j'allais me sentir en plus grande insatisfaction corporelle, et c'est ok, et c'est normal en fait. La société actuelle ne peut que conduire les femmes grosses, et d'ailleurs les hommes gros aussi, à se sentir en insatisfaction. C'est pas possible autrement en fait. Je sais pas où faut vivre. Après, il y a peut-être des gens qui sont pas du tout en insatisfaction corporelle parce que ils ont, je sais pas, une force de vie incroyable, mais faut accepter que c'est pas toujours facile de s'accepter. Je suis dans une famille où on valorise énormément la réussite intellectuelle, et moi j'ai toujours été très bonne en classe, donc j'ai toujours été très valorisée sur ce plan-là. Donc déjà, je dirais, j'avais autre chose dans ma vie sur lequel capitaliser quand je ressentais de l'insatisfaction ou que je me trouvais pas belle. Maintenant, c'était aussi dur d'être quelque part. Il y a eu un moment où j'avais plus envie d'être la grosse moche intelligente. J'avais envie d'être intelligente, mais moi aussi, j'avais envie d'être aussi belle et mince. Enfin, j'avais envie d'être belle, donc mince, puisqu'on est dans une société où pour être belle, il faut être mince. Du coup, je pense que ce qui est important, et c'est comme ça maintenant que je me le formule, et moi, ça a été vraiment un de mes déclics cette année autour de l'acceptation corporelle, mais de l'acceptation de soi, c'est que pour moi, et là, je vais mettre un « il faut », parce que vraiment, pour moi, c'est un « il faut s'aimer. Il faut s'aimer de façon inconditionnelle. Et je dis pas que c'est facile, donc je dis pas que si vous vous aimez pas, vous pouvez vous autoflageller jusqu'à y arriver, mais on n'a qu'une vie, enfin, peut-être qu'on en a plusieurs, mais en tout cas, on a peut-être qu'une vie, et on va pas passer dans le corps de l'autre et la personnalité de l'autre, et prendre la vie du voisin à un moment ou à un autre. Ça ne va jamais arriver, en fait. On est coincé dans la vie dans laquelle on est. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire évoluer dans sa façon d'être, dans sa vie. On est acteur de pas mal de choses, mais il y a aussi beaucoup de choses où en fait on est en pilotage automatique, il faut l'accepter. Et le voisin est déjà très, très occupé par sa vie, donc c'est pas les autres qui vont plus nous aimer que nous-mêmes. Et du coup, cet amour inconditionnel, je pense que j'en avais peut-être avant entendu parler sans que ça me parle pleinement, et un jour j'ai vraiment réalisé que c'était ce que je ressentais pour ma fille. C'est-à-dire que il y a des jours où elle me gonfle. Il y a des moments où j'en ai un peu ras-le-bol, où j'ai envie qu'elle aille se coucher. Il y a des moments où elle me fatigue. Il y a des moments où j'ai envie de faire autre chose. Mais en fait, ça ne change pas que même dans les moments où elle me gonfle, je l'aime. Je l'aime hyper fort. Et en fait, l'amour qu'on doit avoir pour ça, c'est la même chose. Ça veut pas dire être satisfait de soi du matin jusqu'au soir et à chaque instant de la journée se dire je suis vraiment quelqu'un d'exceptionnel qui fait des choses transcendantes et qui est complètement canon. Ça veut juste dire que quoi qu'il arrive, et justement même quand on fait des choses où on se dit putain, j'aurais pas dû réagir comme ça, j'ai été agressive, ou quand on se dit ah quand même là genre ta coupe de cheveux c'est pas très heureux, ou même tu serais mieux avec 10 kilos de moins. On peut ne pas se trouver magnifique, on peut, voilà, mais on s'aime quand même dans sa globalité. En fait, on est exigeant avec soi-même comme on l'est avec personne d'autre. Je dirais, et ça, moi, forcément, l'amour inconditionnel, une fois qu'on est parent, je pense qu'on comprend pleinement, mais il n'y a même pas besoin d'aller chercher aussi loin. On a tous des parents, des amis, un conjoint qu'on aime malgré le fait que de temps en temps, ils nous gonflent, malgré le fait que on se pose même pas la question avec nos amis de si on les trouve beaux ou pas.
Et si t'as une amie qui Bah non. vient en te disant « Ah, j'ai pris du poids, machin », alors il y a la convention sociale de dire « Mais non, t'as pas pris de poids », ce qui est con si elle en a pris. Ou en tout cas, le deuxième truc de dire « Mais non, t'es quand même très belle ». Mais réellement, en fait, ça change juste rien à ce qu'est la personne. Une personne, c'est pas que son enveloppe corporelle, c'est sa personnalité. Bien sûr. Il y a une globalité. Et en fait, on est cette globalité aussi. Et en plus, comme on habite son corps, qu'on est avec nous-mêmes 24/24, on peut pleinement se comprendre. Donc, on peut vraiment être dans les capacités de se pardonner tout, même quand on a agi de façon impulsive, été désagréable. On sait pourquoi on a été comme ça. Donc, ça veut pas dire qu'il faut pas aller s'excuser auprès de la personne derrière et qu'il faut pas se dire que ça serait cool d'être moins impulsive et agressive la prochaine fois. Mais on peut se pardonner ça parce qu'en fait, on connaît tous les mécanismes qui nous ont amenés à être ce qu'on est. Et moi, à partir du moment où j'ai compris ça, où j'ai eu ce déclic de cet amour inconditionnel et d'englober mon corps dedans, je trouve que ça change tout en fait. Et voilà, effectivement, le reste, savoir si t'es mince, t'es gros, t'es comme si t'es comme ça, en fait, c'est une donnée au présent que t'acceptes et ça change pas l'amour que tu te portes et la bienveillance que tu te portes. Bon, du coup, je t'avais posé la question de ton plat préféré et tu m'avais dit que tu aimes un peu tout, mais principalement surtout la nourriture asiatique, je crois, la raclette, tout ça, les desserts, tu m'avais dit. Mais surtout, ce qui compte, c'était ce dont tu as envie au moment où c'est l'heure de manger. C'est ça que tu me disais, hein, globalement. Quand tu manges les plats que tu aimes au moment où tu les manges, qu'est-ce que tu ressens vraiment et qu'est-ce que ça t'apporte? Je pense que tu m'aurais posé la question il y a 6 mois. J'aurais eu un peu de mal à choisir parce que moi, j'aime plein de choses. Enfin, il y a surtout pas grand-chose que je n'aime pas. Et même longtemps, j'ai dit que j'aimais pas le chili con carne. Et un jour, mon mari m'a fait du chili con carne et c'est un de mes plats préférés. Donc juste, j'avais jamais mangé un bon chili con carne. Donc moi, j'aime vraiment de tout. Donc j'aurais eu du mal à choisir. Mais là, je trouve que c'est vraiment un des effets de cette thérapie et de cette normalisation de mon comportement alimentaire. C'est que je suis incapable de réfléchir. Enfin, si je sais les choses que j'aime, mais donc globalement tout, je suis incapable de réfléchir plusieurs jours à l'avance, quoi. Okay. Et c'est-à-dire ça, je m'en suis rendu compte quand c'était mon anniversaire, il y a quelques semaines. Mon mari m'a dit « Qu'est-ce que tu voudras manger ?» Mais 2 jours avant, j'étais incapable de répondre à la question. Aucune idée. Et en même temps, j'ai senti aussi qu'il n'y avait pas un grand enjeu, en fait. Bien sûr, c'est quand même mon anniversaire, c'est cool si on fait un truc un peu bon et qu'on évite de rater un plat ce jour-là. C'est sympa d'avoir un gâteau pour mettre des bougies. D'ailleurs, au final, j'ai soufflé mes bougies sur des crêpes le matin et j'ai pas mangé le gâteau que j'avais préparé parce que j'en avais pas envie. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a plus du tout que ces trucs aussi d'avoir en tête des aliments préférés. C'est vraiment quand on est en restriction et que du coup, il y a l'aliment qu'on mange rarement. Mais alors, on l'aime quand on le mange, quoi. C'est pour ça que je te disais que mon plat préféré, c'est celui dont j'ai envie à l'instant T, parce qu'en fait, alors de temps en temps, j'ai pas d'envie spécifique, mais quand j'ai vraiment une envie de quelque chose en particulier et que j'arrive à l'avoir disponible assez rapidement et que du coup j'essaye de aussi mettre mon attention sur le moment où je le mange, donc d'essayer de pas avoir trop de distractions extérieures, de le manger lentement, etc. Bah, je sais pas, il y a des moments où à la première bouchée je me dis ah ouais là c'est vraiment ça, c'est vraiment, je sens limite que mon corps frétille de partout. Tu sais, c'est un peu comme les papillons que t'as dans le ventre quand t'es amoureux. J'ai l'impression de ressentir ça un peu dans le corps. C'est comme si mon corps tout d'un coup se détendait, t'es soulagé de ah ouais, c'est vraiment ça dont j'avais envie, c'est vraiment ça dont j'avais besoin. Un travail alimentaire joue nécessairement quand même sur les émotions. Tu te poses des questions, tu déconstruis des choses. Mais je me dis aussi que tant que tu as des troubles du comportement alimentaire ou une alimentation troublée, la chose que tout le monde, là, je pense, c'est le dénominateur commun, même des gens qui n'ont pas de TCA, c'est de refuser que l'alimentation joue son rôle de régulateur émotionnel. Tous les gens qui font des rééquilibrages alimentaires, ils diabolisent ces prises émotionnelles de nourriture. Et en fait, moi, je me rends compte que c'est assez important. Oui. Et du coup, peut-être que juste, je suis plus calme parce que si je sens qu'il y a une envie de manger qui est là pas pour une raison émotionnelle, bah je la vis pleinement, je mange tranquillement ce que j'ai envie de manger, ça me calme, ça joue son rôle et je suis plus détendue derrière. Si tu te refuses ça, non seulement t'as pas l'aliment qui vient réguler ton émotion, mais en plus tu te rajoutes de la culpabilité, de la frustration, de la restriction et très certainement une compulsion derrière, donc très certainement que de toute façon tu vas manger l'aliment et culpabiliser et que ça va être désagréable. Enfin, donc je pense que c'est vraiment pas anodin en fait sur le plan de la régulation du corps en fait. Tout à fait. Je me posais la question du coup des autres inspirations que tu as pour améliorer ton rapport à la nourriture. Tu me parlais de Marie, de Sophia, de Zoé. Est-ce que tu as d'autres personnes qui t'inspirent pour
pour améliorer Alors, ton moi, rapport à la nourriture? dans les ressources que j'ai énormément consultées, il y a les chaînes YouTube de Cindy Gagnol et Eliane C. Il y a le dernier livre du docteur Zermati, Oser manger, qui est vraiment génial. Le livre d'Eliane C est pas mal aussi, d'ailleurs. Elle a aussi un livre qui est vraiment pas mal. Et puis après, oui, il y a tous les comptes qu'on peut suivre sur Instagram. Donc effectivement, il y a Zoé Desbouilly, Ariane Lapsy, Sophia Desbled, Le Soin par Marie. J'aime beaucoup Emeline Naturopathe, j'aime beaucoup Amélie. Il y a aussi tous les comptes par des personnes qui témoignent, qui sont pas des professionnels de santé, mais qui témoignent de ce qu'ils vivent dans leur parcours d'alimentation intuitive. Donc, beaucoup de gens que tu as interviewés. Donc, je pense que quand on commence à s'intéresser à l'alimentation intuitive et à la régulation du comportement alimentaire, en allant sur YouTube et sur Instagram, on peut déjà trouver pas mal de choses en utilisant les hashtags, en allant voir déjà ces comptes. Au fur et à mesure, on ira voir d'autres comptes et à la fin, on passera sa vie sur Instagram. Voilà, il y a pas mal d'informations. Je pense que le danger, c'est de tomber sur des comptes qui disent parler d'alimentation intuitive ou d'être dans une approche à l'écoute des signaux de faim et de satiété et qui en fait ne prônent pas ça du tout de façon consciente ou inconsciente. En fait, prônent la perte de poids ou alors certaines personnes qui sont dans des discours juste plus ambigus. En fait, on sent qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à lâcher cet objectif de perte de poids. Quel conseil tu donnerais aux gens pour les aider à faire la paix avec la nourriture? Moi, je pense que si on a un doute, en fait, c'est ça. Si on n'est pas, si on sent une souffrance vis-à-vis de la nourriture, c'est qu'il faut être dans une démarche. Donc moi, je prônerais d'aller plutôt vers l'alimentation intuitive ou l'approche psychosensorielle du gros, plutôt qu'un rééquilibrage alimentaire. Et je conseillerais quand même, pour quelqu'un qui se sentirait en souffrance, d'aller consulter quelqu'un. On peut aussi être consulté et avoir peu de consultations, faire des lectures seul de son côté entre-temps, mais je pense qu'il y a un moment où un accompagnement, ça accélère énormément le processus en tout cas. Toute la société en fait a tellement un rapport troublé à l'alimentation, c'est tellement banalisé le rapport troublé à l'alimentation, ce contrôle, le fait de chercher à perdre du poids qu'on se rend pas compte. On a l'impression que tout le monde souffre et je pense réellement que beaucoup de gens souffrent. Mais du coup, à partir du moment où on sent qu'on le veut plus, moi je pense qu'il faut essayer d'être guidé. Bien sûr, on peut aussi aller lire des livres, on peut aussi aller consulter des comptes Instagram, mais je pense que ça remplace pas une discussion avec un praticien où on peut parler de soi. D'accord. Écoute, on rend compte ces conseils. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager ou à me contacter en privé sur mes différents réseaux sociaux en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié. Également, si tu as des TCA et que tu es en voie de guérison ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu souhaites partager ton expérience ici également. Muito obrigada et até logo.